Bienvenue encore une fois pour ce Café du patrimoine qui est aujourd'hui consacré au métier d'architecte en chef des monuments historiques. Et nous avons le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui M. Jean-François Lagneau, qui du temps où les où les quartiers étaient sectorisés, M. Lagneau était donc l'architecte en chef du quartier du Marais, si je ne me trompe pas, sauf d'un bâtiment, pratiquement le nôtre. Parce que Paris historique a toujours été un peu à part et avait son propre architecte en chef, car comme vous le savez, M. Lagneau vous dira mieux que moi, dès lors que vous êtes dans des bâtiments classés ou dans des secteurs sauvegardés, l'architecte en chef des monuments historiques a toute légitimité à intervenir. Voilà, donc nous allons l'écouter, il va vous présenter son métier, vous dire sur quel bâtiment emblématique il a travaillé. Vous pourrez aussi, évidemment, parce que c'est le but du jeu, l'interroger sur d'autres bâtiments, parce qu'il a aussi en charge d'autres bâtiments. En tout cas, nous lui laissons la parole dans un premier temps, et ensuite, Merci. Je vous prie d'abord de m'excuser, mais il y a 2 jours, j'étais complètement aphone et vous en sentirez certainement les effets, et j'espère que vous pourrez m'entendre malgré tout. Alors, je vais essayer de vous parler de mon métier. Alors, j'ai mis un métier d'architecte avec un point d'interrogation volontairement parce que très souvent, lorsque je rencontre des amis, lorsque je me présente et que je dis que je suis architecte des monuments historiques, les gens me regardent vraiment avec condescendance et se disent « Mais comment vous êtes architecte? Vous ne faites pas de création, vous vous contentez de réparer ce qui existe. » Alors, ma foi, selon l'interlocuteur, soit je leur explique ou soit je laisse dire, c'est pas forcément fondamental. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que les monuments historiques? Il faut simplement essayer de revenir un petit peu à l'origine de ces monuments historiques. Rassurez-vous, je ne remonterai pas très loin, je caricaturerai peut-être, je m'en excuse pour ceux qui connaissent mieux le sujet. En fait, c'est une invention qui est relativement récente. On peut placer ça, je dirais, au milieu du XVIIIe siècle à peu près, où on a commencé à aimer les ruines. On découvrait les ruines en Italie. Alors du coup on créait des fausses ruines dans les jardins pour les agrémenter, ce qui n'empêchait que lorsqu'on trouvait qu'une église n'était plus à la mode ou qu'un château, encore plus pour un château, était démodé, ne correspondait plus aux besoins, on n'avait aucun scrupule à le démolir. Alors après est arrivée la Révolution. Là, la Révolution, évidemment, en France, ça a été un choc assez fort. Et vous savez qu'il y a quand même des tas d'édifices qui ont été sauvés malgré cette période révolutionnaire. Et en fait, à partir de 1830, vous savez que l'administration est toujours très longue à se mettre en place, quels que soient les régimes, hein, c'est pas le passage de l'Empire à la Restauration et autres, mais je dirais que l'administration a mis un certain temps à mettre en place un service des monuments historiques, c'est 1830. C'est Ludovic Vitet, c'est Prosper Mérimée. Donc ce sont des gens que vous connaissez, des gens d'ailleurs on est toujours admiratifs devant eux parce que les conditions de transport c'était exigeant, c'est un mal de poste et autres, et ils ont vraiment passé leur vie à sillonner la France, ça c'est absolument extraordinaire, et progressivement ils ont pu mettre en valeur ce qu'on peut appeler le patrimoine, et progressivement ils ont fait en sorte que l'État puisse aider financièrement ces édifices. Alors il faudra quand même attendre 1913, la fameuse loi sur les monuments historiques, pour que la notion de monument historique soit tout à fait officialisée. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un monument historique? Là je reprends simplement le texte de la loi de 1913, qui est toujours d'actualité, même si elle a subi évidemment des révisions. Eh bien, un monument historique, c'est un immeuble dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Point. Voilà la définition d'un monument historique. Alors il y a deux niveaux de protection. Excusez-moi si vous le saviez déjà, mais il faut rappeler quelquefois les fondamentaux. Il y a 2 niveaux de protection. Il y a le classement au titre des monuments historiques, c'est-à-dire c'est le top, et il y a l'inscription à l'inventaire supplémentaire. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué. Initialement, c'était en fait le purgatoire. On attendait un peu, on passait à l'inventaire avant d'être classé, et puis progressivement, c'est devenu je ne vais pas dire une sous-protection, parce qu'en fait, c'est aussi dur que le monument historique, mais la grosse différence, ça on ne le dit jamais, c'est que les subventions d'État sont beaucoup moins importantes sur un édifice inscrit que sur un édifice classé. C'est un critère qui en veut un autre, mais enfin on est tous des contribuables également. Alors, en fait, qu'est-ce que
qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, je vous disais que ces travaux étaient aidés financièrement par l'État, et vous imaginez que ce soit Ludovic Vitet ou Prosper Mérimée, ils ne pouvaient pas tout seuls aller voir, même s'ils voyageaient beaucoup, aller examiner tous les projets qui se présentaient, et donc ils se sont fait assister progressivement par des architectes spécialisés. Alors pour les architectures civiles, bah, c'était des architectes qui étaient reconnus comme ayant une certaine sensibilité médiévale. Pour les édifices religieux, bon, la plupart du temps, c'était les édifices diocésains, puisqu'il n'y avait pas à l'époque de séparation entre l'Église et de l'État. Et en fait, c'était ce type d'architecte. Et là, c'est la grande période en fait, des architectes de Viollet-le-Duc, d'Anatole de Baudot, je cite les plus connus, et de tous ces architectes qui étaient influencés par, je dirais, l'architecture néo-médiévale, et qui étaient en opposition d'ailleurs aux architectes, aux architectes des bâtiments civils, le Conseil général des bâtiments civils, qui eux étaient encore tout à fait influencés par l'architecture classique. On avait vraiment l'architecture médiévale avec ce qui deviendra les architectes des monuments historiques, et l'architecture civile avec les architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Alors, et puis ils finiront par se regrouper, et en fait je dirais que, je caricature encore et je m'en excuse auprès des historiens, on arrive vraiment à la fin du 19e siècle au style éclectique, où vraiment le côté médiéval, le côté, même tous les pays du monde se retrouvent dans ce style éclectique. Mais officiellement, les architectes en chef des monuments historiques, même si on a commencé à faire leur statut en 1893, donc une fois de plus, vous voyez que l'administration a toujours du mal à se mettre en place. En fait, officiellement, les architectes en chef ont été créés en 1907, c'est-à-dire après la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est pour ça que vous constatez toujours une consanguinité entre les architectes diocésains et les architectes en chef des monuments historiques. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que les architectes en chef? Je vais essayer de faire bref, mais malgré tout, c'est assez complexe, parce que c'est difficile à expliquer. Ce sont d'abord des architectes, mais ce sont des fonctionnaires. Alors, la curiosité, c'est que ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas salariés, mais qui sont honorés. Donc, je m'arrêterai à ce point-là. Je ne vous cache pas que dans notre corporation, enfin la compagnie des architectes en chef, selon les périodes, on aurait souhaité être salarié, et puis selon d'autres périodes, on était content d'être honoré. L'État s'y retrouve. Une seule fois, l'État a essayé de salarier un architecte en chef, qui, pour la petite histoire, s'appelle Gigot, c'est pour ça que je connais bien son nom. Et en fait, il s'est vite arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'il était obligé de lui payer ses bureaux, de lui payer ses collaborateurs, de lui payer son secrétariat, etc. etc. Et donc, en fait, ils ont vite arrêté l'expérience. C'est pour cette raison également que les architectes en chef des monuments historiques, tout en étant fonctionnaires, ont le droit de travailler pour d'autres, que ce soit des collectivités locales ou des privés. Alors, là aussi, je vais vous citer deux textes, mais rapidement, rassurez-vous, simplement pour vous montrer le rôle de l'architecte en chef, et puis après on pourra le développer un peu plus. Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France. Donc en fait, c'est un rôle de conseil. Mais également, les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État ou à ses établissements publics. Et ils sont rémunérés par honoraires, ça c'est ce qui était dit. Alors attendez, je vous montre où on en est là. Alors je précise ça parce qu'effectivement, en 2009 ou 2010, il y a eu une réforme, c'est que jusqu'à présent, et vous le soulignez tout à l'heure, on donnait des circonscriptions aux architectes en chef, alors c'était soit 2 ou 3 départements, ou soit à Paris, c'était 2 ou 3 arrondissements. C'est une question de poids d'édifice. Donc, à l'époque où j'ai été nommé à Paris, c'était en 96, j'avais effectivement, c'était quoi, 3e, 4e, 11e, 12e, 20e, le quart nord-est de Paris, et dans ce camembert, là, cette tranche de camembert, en fait, j'étais de droit maître d'œuvre de tous les travaux sur les monuments historiques, à une seule condition, c'est qu'ils soient subventionnés par l'État. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'on l'oublie quelquefois, mais la raison, elle est toute simple, c'est que subventionné par l'État, c'est-à-dire que l'État
donnait à l'époque, maintenant c'est plutôt 30%, entre 30 et 50% de subventions. Donc l'État souhaitait que non seulement les édifices soient correctement restaurés, mais qu'en plus l'argent public soit correctement utilisé. Hein. C'était la raison. Alors il se trouve que depuis 2009, enfin je veux dire il y a eu des recours, donc ça, mettons 2010 pour simplifier, depuis 2010 en fait les architectes en chef des monuments historiques ne sont compétents de droit que sur les édifices appartenant à l'État. Et là, on voit bien leur rôle de fonctionnaire. Ils appartiennent à l'État, donc ils travaillent sur les édifices appartenant à l'État. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, enfin dans le 4e, il y aurait l'hôtel de Sully, il y aurait l'hôtel à côté, là, l'hôtel de Beauvais, la cour d'appel, le tribunal administratif. Là, de droit, j'étais et mes successeurs sont architectes en chef. Pour les autres, c'est-à-dire pour tous les édifices appartenant soit aux collectivités locales à Paris ici, soit à des particuliers, des associations ou autres, les propriétaires choisissent qui ils veulent selon leur protocole qui leur appartient. Alors les propriétaires privés, c'est souvent le bouche à oreille, c'est souvent le côté relationnel qui, quand on connaît quelqu'un, c'est vrai que quand on confie une somme d'argent importante à un architecte pour qu'il fasse un travail, on préfère avoir confiance en lui et le connaître. Par contre, les collectivités locales, elles, sont obligées de passer par le Code des marchés publics et de faire des appels d'offres. Alors, appels d'offres entre architectes en chef et également, ça c'est un nouveau nom que vous connaissez peut-être, les architectes du patrimoine. Oui. Alors, qui sont les architectes du patrimoine? Ce sont des architectes qui ont suivi le même cursus, et je vais en parler tout à l'heure, le même cursus que les architectes en chef. Là, pratiquement, il n'y a qu'une école qui prépare les architectes en chef, les ABF, j'en parlerai tout à l'heure, et les architectes du patrimoine, c'est l'école de Chaillot, qui remonte là aussi aux années 1880, c'était vraiment une très très vieille école. Alors évidemment, la pédagogie a évolué, on n'enseigne pas forcément la même chose. C'est une école en fait qui s'adresse à des architectes qui sont donc déjà diplômés, mais vous savez ou vous ne savez pas que lorsqu'on fait ses études d'architecture, on apprend tout sur le béton, le métal et le verre, mais on ne sait absolument rien de la brique, de la pierre, de la tuile et du bois. Donc en fait, ce sont des compléments d'études pour permettre aux architectes d'aborder tous les sujets et pas uniquement le béton. Alors, j'abordais la formation des architectes en chef. Donc nous sommes tous passés par l'école de Chaillot. Et également, il y a beaucoup d'autres architectes qui présentent Chaillot et qui, pour des tas de raisons, soit n'ont pas le concours d'architecte en chef parce que c'est un concours qui est assez difficile, soit ne veulent pas être ABF, ou soit simplement ils suivent Chaillot pour pouvoir connaître les matériaux anciens que l'on n'apprend plus par ailleurs. Et ces architectes, maintenant, se sont regroupés dans une association d'architectes du patrimoine. Donc en fait, lorsque vous voyez architectes du patrimoine, ce sont des architectes qui ont une bonne formation sur les monuments anciens et qui sont donc aptes à travailler sur des monuments historiques. Alors l'État ne met qu'une seule réserve, c'est qu'il suffit pas, vous savez bien qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être compétent et qu'on n'a encore rien trouvé mieux que l'expérience. Et nous sommes dans un métier où l'expérience est particulièrement importante parce qu'en fait on apprend tous les jours, je dirais que c'est le charme de ce métier. Donc en fait pour les architectes du patrimoine, on leur demande simplement 10 années d'expérience pour pouvoir travailler sur un monument historique. Et le moyen en fait de le vérifier, c'est que simplement lorsque vous faites un projet sur un monument historique, vous devez avoir des autorisations du ministère de la Culture, et la première chose que regarde alors ce sont dans les DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, la première chose que regarde le DRAC, c'est le nom de l'architecte. Donc c'est pour ça que ce que l'on recommande toujours aux propriétaires, c'est avant de passer une commande à un architecte sur un monument historique, de s'assurer qu'il a les compétences pour le faire, ou du moins que l'État va reconnaître ses compétences. Alors en fait, le rôle de l'architecte des monuments historiques, indépendamment des fonctions, je dirais, régaliennes que j'ai citées tout à l'heure, c'est tout simplement
quand il s'affronte à un monument historique, bah, c'est tout simplement de le conserver et de faire en sorte qu'il puisse être transmis aux générations futures. Ça semble tout simple, c'est pour ça que beaucoup nous plaignent en disant bah, tu n'es pas architecte puisque tu te contentes de faire de l'entretien. Eh bien oui. C'est oublié simplement quand on commence à avoir de l'expérience. En fait, on est peut-être des créateurs et des conservateurs, il n'y a absolument aucune honte à ça. Et la seule différence par rapport à un architecte qui fait du neuf, c'est que nous, on doit faire abstraction de notre ego et qu'on doit surtout ne pas en parler, puisqu'en fait, je dirais que le plus beau compliment qu'on puisse nous faire quand on a terminé une opération, c'est de nous dire ben, où est-ce que vous êtes intervenu. C'est vraiment l'idéal, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on travaille sur des édifices qui, en général, ont été réalisés par de très grands architectes, hein, qu'ils soient connus ou inconnus, et donc, quelquefois, ben, je ne vous cache pas que mes pieds sont un peu petits dans les grandes bottes que je suis obligé de chausser. Donc, notre travail, c'est vraiment ça, c'est de conserver. Hein. C'est pour ça, vous verrez, je l'utiliserai certainement parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, j'éviterai de parler de restauration, parce qu'en fait, restauration, c'est un terme qui est tellement galvaudé qu'il veut tout dire. Restauration, ça peut vouloir dire ce que disait Viollet-le-Duc, c'est-à-dire remettre l'édifice dans un état où peut-être il n'avait jamais été. Hein, son grand exemple, évidemment, ce sont les flèches de Notre-Dame de Paris. Restaurer, ça peut être aussi simplement de faire un petit entretien très sommaire, de remettre en valeur un édifice. Mais le langage étant ce qu'il est, vous verrez, je serai sûrement amené à lâcher le mot, même si j'essaye de faire attention à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est que, en fait, la maîtrise d'œuvre sur un monument historique? Bah, c'est d'abord, et je dirais c'est la première chose, ça on l'oublie toujours, c'est qu'un monument historique appartient à un propriétaire, et que ce propriétaire, s'il dépense de l'argent sur son monument historique, hein, même s'il est aidé, s'il dépense de l'argent, c'est parce qu'il a un programme, c'est-à-dire qu'il a un objectif. Alors cet objectif, bah, ça peut être pour une église de faire en sorte que les pierres ne tombent pas sur la tête des passants, ça peut être ça. Pour, je parlais de Saint-Méry tout à l'heure, je parlais de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande également, ça peut être simplement pour le propriétaire de faire en sorte qu'on puisse habiter correctement un édifice qui n'est pas un musée. Hein. Un monument historique, ce n'est pas une pièce de musée, c'est quelque chose qui sert à la vie, enfin qui est fait pour être parfaitement intégré dans notre société, et je dirais que c'est le meilleur critère de défense d'un monument, c'est de faire en sorte qu'il soit bien intégré. Je vous enverrai un autre exemple tout à l'heure avec la salle Labrouste. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut que le propriétaire exprime un besoin. Je dirais que peut-être une des exceptions, et encore, il y a eu un programme. La tour Saint-Jacques, quand on a restauré la tour Saint-Jacques, là, vous pourrez me dire à juste titre, mais à quoi ça sert? Ben, écoutez, la tour Saint-Jacques, on sait très bien, bon, on sait bien que c'est un clocher, que c'était un clocher du XVIe siècle, mais on sait que quand ça a été restauré par Balue et par Haussmann, ben, qu'est-ce que c'était? C'était un ornement urbain. Ben, rien que ça, c'est un programme, c'est une mise en valeur de tout un quartier, et donc à chaque fois, il faut bien vous dire, quand vous voyez une restauration, c'est de vous demander qu'a voulu en faire le propriétaire. Il ne faut pas commencer par dire « Oh, l'architecte, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Si l'architecte a fait telle ou telle chose, c'est parce qu'il a répondu à la demande d'un propriétaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, ben, l'architecte, il a quand même son travail à faire. Et ben, simplement, il essaye de voir si le programme dont je viens de parler peut rentrer dans l'édifice. Alors, c'est de voir en fait si l'étude, alors on fait ce qu'on appelle une étude patrimoniale, c'est-à-dire on essaye vraiment de déterminer toutes les caractéristiques de l'édifice, c'est-à-dire très souvent il faut revenir à la source, c'est-à-dire de savoir pourquoi cet édifice a été protégé, et donc on essaye de déterminer, je dirais, ce qu'on peut appeler l'ADN de l'édifice, qui est un savant et subtil mélange entre la forme, la matière, c'est ce qui caractérise l'authenticité, et la fonction de l'édifice. En fait, on fait un petit mélange des trois, et puis on essaye de voir si le programme peut tenir ou ne pas tenir. Alors, si le programme ne tient pas, c'est toujours délicat pour l'architecte de dire, écoutez, de dire à un client, écoutez, c'est pas possible votre truc, je m'en vais. On a besoin qu'on soit architecte en chef ou pas architecte en chef, on a besoin de clients. Alors, heureusement, il y a les DRAC,
donc le ministère de la Culture, qui est là aussi pour dire son mot dès l'origine du projet. Donc voilà en fait pour la maîtrise d'œuvre proprement dite. C'est donc une fois donc, on a pu constater que le fameux programme pouvait rentrer, et bien, tout simplement on se lance dans l'étude proprement dite. Alors les études, ben, ma foi, c'est vraiment d'aller aussi bien chercher les archives, d'aller chercher, de faire des investigations pour essayer de trouver des traces, parce que un édifice, ben, vous le voyez comme ça, il est souvent en pleine crasse, je parle de façade extérieure, donc en fait il faut faire des tas d'analyses pour savoir ce que l'on va pouvoir réaliser exactement, parce qu'on sent ce qu'il faut faire, mais en fait on ne sait vraiment déterminer exactement les travaux à réaliser qu'une fois qu'on a une parfaite connaissance de l'édifice. Donc c'est ce qu'on appelle globalement l'étude patrimoniale qui est vraiment absolument indispensable pour connaître la totalité de l'édifice. Hein, parce que, encore une fois, je parlais du programme et de la nécessité pour un édifice de s'adapter, de s'insérer dans notre société actuelle. Mais je veux dire, ce n'est pas comme un bâtiment neuf que l'on construit autour d'un programme. Le programme aussi doit savoir s'adapter à l'édifice. Hein. Ça, c'est vraiment la grande donnée qu'il faut réussir à faire comprendre à ses clients, qu'ils soient publics ou privés. Alors ensuite, ben, ma foi, une fois qu'on a fait tout ce travail, il faut que les travaux soient autorisés. Alors, contrairement à un permis de construire traditionnel, en fait, dès cette phase d'études patrimoniales dont je viens de vous parler, il faut associer la DRAC. Il faut que la DRAC connaisse vraiment les intentions du propriétaire et puisse suivre le travail de l'architecte, qu'il soit en chef ou architecte du patrimoine. Alors ensuite, donc autrement dit, c'est plus je ne sais plus si ça existe encore dans les lycées ou autres, c'est plus la notion de contrôle continu que de bac qui dit c'est oui ou c'est non. Donc en fait, bah, l'architecte fait ça, donc c'est une longue course d'obstacles, et puis bah, on peut espérer qu'il va finir par arriver à son projet final, hein, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que contrairement à un permis de construire traditionnel, l'autorisation de travaux sur un monument historique se fait au niveau du dossier d'exécution, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très très poussé. Alors que souvent un permis de construire, on donne des intentions, on ne donne pas vraiment la précision. Là on a besoin de ça, et là je me place du côté des DRAC, on a besoin de connaître tout le détail de réalisation d'un chantier. Je vous donne un exemple tout simple, c'est que quand on restaure un bâtiment, ben oui on restaure, on nettoie, enfin bref, on pourra en reparler sur les exemples que je vais vous montrer ensuite. Mais on oublie toujours que ces édifices, là, comme ils sont dans notre société actuelle, ben, il y a du chauffage, il y a quelquefois de l'air conditionné, et que tout ça, vous savez, toutes ces techniques modernes que l'on exige la plupart du temps lorsqu'on est utilisateur de ce type de bâtiment, surtout il ne faut pas les voir. Or il faut bien voir que toute la technique, en fait, toute l'infrastructure de ce type de bâtiment qui nous donne le confort. Or, on n'est pas prêts, tous, autant que vous êtes, et moi le premier, à habiter les édifices comme on les habitait au Moyen-Âge. Hein. On exige un minimum de confort. Et bien ce confort, on veut pas le voir, mais il existe. Or, je peux vous assurer que des gaines d'air conditionné ou de chauffage ou autre, c'est des canalisations qui font presque 1 mètre de diamètre, et il faut pouvoir les dissimuler et éviter de percer des murs pour pouvoir les casser. Donc c'est la raison pour laquelle la DRAC exige vraiment d'avoir des plans très très précis pour savoir tout ce qui se passe. Alors ensuite, une fois que vous avez eu votre autorisation de travaux, bah, vous n'êtes pas tiré d'affaire, parce que en permanence, le chantier est ouvert je dirais à la DRAC, hein, c'est à la fois le conservateur, les inspecteurs des monuments historiques, inspecteurs généraux ou autres, pour qu'ils puissent venir voir bah, à l'improviste si tout se passe bien, si on ne profite pas on se dit oh, ils ne vont pas venir, c'est tout en haut, ils ne se déplaceront pas ou autre, pour bien sentir en fait qu'il y a une pression sur l'architecte, qu'il soit en chef ou pas en chef. En permanence, on est vraiment très très encadré, bah, parce qu'il paraît qu'on peut faire des bêtises quelquefois, alors c'est pour ça. Donc en fait, voilà le déroulement en fait de ce type de travaux. J'ai été vite naturellement, évidemment on pourrait bien rester bien plus longtemps. Alors en fait, je vais essayer de vous montrer
de vous montrer 3 exemples qui sont récents, qui sont pas très loin d'ici, mais qui à chaque fois illustrent un petit peu ce que j'ai essayé de vous donner et de vous dire rapidement. Là, normalement, attendez, voilà, vous voyez Saint-Méry. Alors, Saint-Méry, c'est une église dont on a terminé le chantier il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais vous l'avez, alors je ne me relance pas dans l'histoire, hein, vous savez que c'est une église qui a été construite enfin je fais abstraction de la période médiévale ou autre, mais c'est essentiellement le Saint-Méry actuel, c'est le XVIe siècle. Hein. Donc on est XVIe siècle, et puis, bon, ma foi, elle a vécu sa vie traditionnelle, évidemment la Révolution est passée, or comme là les sculptures sont très accessibles, vous imaginez que l'ensemble du portail a été vandalisé, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été rendu au culte catholique après le Concordat, mais là aussi il fallait trouver des sous pour pouvoir la restaurer, ce qui fait que la grosse restauration de Saint-Méry, il faudra attendre les années 1830-1840 pour que cette restauration puisse se faire. Là je vous montre quelques photos que vous avez peut-être oubliées, c'était Saint-Méry parce qu'en urgence, on avait posé des filets sur l'ensemble de la façade parce que tout simplement c'était des morceaux qui tombaient. Alors une des originalités de Saint-Méry, c'est que les morceaux qui tombaient, c'était pas de la pierre, c'était du ciment. Et c'est ce qui fait l'originalité justement de cette église de Saint-Méry, et parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que la restauration s'était faite dans les années 30-40, 1800, et l'architecte qui a fait ça, c'était l'architecte God, c'était Hippolyte God, qui était un architecte diocésain de l'époque. Et comme beaucoup de ses confrères, ça c'est une phrase que l'on retrouve très souvent, on ne trouvait plus de tailleurs de pierre à l'époque. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est la Révolution ou l'Empire qui avait décimé l'ensemble, mais ça, vous imaginez que j'ai travaillé un peu dans toute la France, ce sont des phrases que l'on retrouve absolument partout. Alors dans certaines régions, comme on ne trouvait plus de tailleurs de pierre, dans l'Est et dans la Normandie, tout simplement on moulait en fonte des décorations, des pinacles ou autres, ou alors dans d'autres parties, et c'est le cas ici, on faisait des interventions en ciment. Alors c'est du ciment de Vassy, alors c'est du ciment naturel, et en fait ça se travaille comme le ciment, c'est-à-dire qu'on faisait des moulages, et en fait toutes les sculptures qui étaient parties, qui avaient été donc purgées, enfin qui étaient purgées, le terme n'est pas exact, qui avaient été saccagées durant la Révolution, ont été refaites par God, par du ciment. Et alors, comme il trouvait que cette église était quand même... je rappelle qu'on était une église, enfin cette façade, on est dans le XVIe siècle, donc c'est la pleine période de la Renaissance, donc dans l'architecture civile, vous faites bien la différence entre le côté médiéval et le côté Renaissance. Alors c'est vrai que l'architecture religieuse est toujours un peu en retard sur l'architecture civile, mais il n'empêche qu'on avait quand même une façade qui devait être, d'après les descriptions qu'on a, devait être quand même assez marquée par la Renaissance. Or, God trouvait que quand même, ça ne faisait pas assez médiéval, et l'expression qui court, retenez-la, on peut faire des jeux de mots aussi dans les monuments historiques, c'est que, en fait, Hippolyte a godisé l'édifice, et c'est vrai qu'il a essayé de lui redonner quelques décennies en arrière, avec du ciment de Vassy. Le ciment de Vassy, c'est un ciment naturel qui vient de Bourgogne. Vous savez que le ciment, c'est assez rare. Dans les monuments historiques, on n'aime pas tellement le ciment, bien que maintenant on est amené à restaurer aussi du béton armé. Et je ne vous cache pas que l'originalité de cette restauration, c'était de travailler sur du ciment et surtout de restaurer le ciment. Alors, quelles étaient les dégradations? C'est tout simplement que le ciment, ça se travaille toujours, c'était déjà du ciment armé, hein. C'était pas du béton armé, c'était du ciment armé. C'est que pour que tous les ragréages de ciment puissent tenir, on mettait des fils de fer à l'intérieur. Maintenant, on mettrait plutôt du cuivre pour que ça ne rouille pas. Et le fer, comme chacun sait, ça rouille. Et en rouillant, ça fait péter tout l'ensemble. Ce qui fait que l'ensemble de cette façade finissait par partir en petits morceaux parce que les fers rouillaient. Je ne sais plus si on les verra peut-être tout à l'heure. Alors, on le savait parce qu'évidemment, on avait fait les fameuses études préalables.
Donc on avait fait, c'est comme ça que vous avez peut-être vu à plusieurs reprises, monter et descendre des échafaudages pour que des restaurateurs puissent intervenir. On a même fait ce qu'on appelle une tranche expérimentale, c'est-à-dire qu'on a pris 1 mètre carré de la façade et on a fait une restauration complète pour essayer de voir toutes les conséquences de ce que ça pouvait entraîner de restaurer dans cet ensemble. Donc, je veux dire, au point de vue technique, on était, enfin j'estime, et d'ailleurs ça s'est confirmé, on était bien armés, on savait exactement ce qu'il fallait faire. Alors, la surprise que l'on a eue, c'est que la première des choses que l'on fait lorsqu'on attaque, entre guillemets, ce type de monument, c'est qu'on commence par nettoyer les façades. Parce que, à côté de Paris, c'est ce qui c'est, mais enfin, il n'y a pas que la ville de Paris qui soit sale. Et encore, par rapport à ce que c'était au 19e, croyez-moi, c'est rien du tout. Donc, en fait, on commence par enlever la crasse. Alors, la crasse, alors rappelons ça, j'appelle pas ça pollution parce qu'en fait, c'est plus subtil que ça. Enfin, je préfère parler de crasse, même si ça fait moins scientifique et moins... Donc, quand vous enlevez la crasse, a un gros intérêt, c'est qu'elle cache et elle dissimule toutes les erreurs et toutes les polychromies que l'on peut trouver sur les façades. Et quand je parle de polychromie, c'est plutôt un terme péjoratif. Et là, vous voyez la photo qui se trouve alors ça doit être à votre gauche, à vous, si vous la voyez bien. C'est après le nettoyage, on s'est rendu compte, et ça, on ne le savait pas vraiment, parce que, vous savez, les archives, elles ne sont pas toujours très complètes. On s'est rendu compte que non seulement il y avait eu des restaurations donc par God dans les années 1830, ça ce sont les restaurations qui étaient au ciment de Vassy, ce sont les restaurations qui sont les plus ocre jaune. Par contre, il y avait eu d'autres restaurations, malheureusement mal documentées, entre les deux guerres, parce qu'évidemment, nous n'étions pas les premiers à constater que le ciment de Vassy pouvait s'abîmer s'il n'était pas entretenu. Et il y avait eu d'autres restaurations, non pas avec des ciments de Vassy, mais avec des ciments blancs. Donc on arrive déjà à des périodes beaucoup plus contemporaines. Ce qui fait qu'on arrivait à une façade complètement, vraiment complètement polychrome, mais là pas au sens noble du terme. Et je ne vous cache pas que là ça a été une surprise, parce que on avait eu beau faire des sondages, on avait eu beau faire une tranche expérimentale sur 1 mètre carré, et ce ne sont jamais que des sondages. Donc là, on s'est rendu compte de l'ensemble des interventions. On n'était pas les premiers à intervenir sur ce type de problème. Bon, ça n'a pas bouleversé notre opération, et nous avons pu lancer la restauration, là aussi, en conservation. Alors oui, autre chose, c'est qu'on avait également les vitraux. Alors les vitraux, je vous parlais du vandalisme révolutionnaire, mais n'oubliez pas qu'il y a eu un autre vandalisme dont on parle un peu moins, c'est ce qu'on appelle rapidement le vandalisme des chanoines, tout simplement parce que là le vandalisme des chanoines s'est porté essentiellement sur les vitraux, tout simplement parce qu'il y avait une superbe, enfin il y a toujours une superbe collection de vitraux à Saint-Méry, qui sont tout à fait caractéristiques du XVIe siècle, mais on trouvait, vous savez, la notion de siècle des Lumières, c'est pas uniquement le fait de l'intelligence et autres, c'est simplement le fait qu'on aimait bien pouvoir lire son livre facilement. Or, il est vrai que les vitraux, c'est quelquefois gênant pour lire, donc les chanoines, ils ont démoli, et encore, ça a été relativement bien fait par rapport à d'autres édifices. Si vous allez à Saint-Méry, vous verrez que c'est la partie centrale qui est en verrerie blanche, et autrement, le restant, les vitraux ont été relativement conservés. On est en train de les restaurer là, actuellement sur la baie sud. Alors, ces vitraux, ma foi, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des verres qui sont donc du XVIIIe siècle. Donc c'est peut-être du verre blanc, mais c'est quand même du verre qui est historiquement intéressant. Donc je vous montre simplement dans quel état ils étaient. Ça serait bleu de Chartres du début du XXe siècle. Bon, le chantier a pu démarrer. Alors il avait été assez retardé pour des raisons bassement matérielles, parce que l'État a eu des difficultés financières, la ville de Paris vraisemblablement en avait aussi. Donc la conjonction des deux financements, puisque c'est les deux financements essentiels sur les édifices parisiens, ont fait que l'on est resté sous filet assez longtemps. Et puis, ça y est, les crédits ont réussi à se débloquer, le chantier a pu commencer. Alors, je ne peux pas vous en montrer de gros détails, sinon de vous montrer ce que c'est ce type de chantier. C'est un chantier vraiment
on a changé relativement peu de pierres. C'est vraiment un chantier de restaurateur au sens conservateur et autres, de sculpture et autres. D'ailleurs, le critère est très facile à voir. Vous voyez surtout des femmes sur l'échafaudage. Ça, c'est typique. Quand vous voyez, quand il y a un travail délicat, c'est la jambe féminine qui est en place. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'ensemble, enfin ça vous montre le type de désordre que l'on avait pu constater. Ça nous a permis également de rectifier une erreur historique, c'est que d'après tous les textes, en fait, les sculptures avaient été réalisées par deux sculpteurs, Sylvestre Brun et Étienne Després. Et puis, en regardant les sculptures, parce qu'on a bien tourné autour, on a pu les bouger un petit peu, on s'est rendu compte en fait que c'était Després, enfin pour ceux qui connaissent, c'était Sylvestre Joseph Brun qui avait tout réalisé. Comme quoi, il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a dans les livres. Oui, c'est toujours ce fameux cortège. Alors je disais qu'on avait utilisé très peu de pierre, parce qu'on a surtout utilisé du ciment. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. On a quand même été amené à utiliser un petit peu de pierre, parce que Saint-Paul avait perdu sa main, Saint-Philippe avait perdu sa croix. Et or, heureusement, on avait des campagnes photographiques, hein, pas seulement de Mieusement ou autre, mais vraiment, sur Paris, on a la chance d'avoir des très bonnes campagnes photographiques. Ça nous a permis, alors là, on a fait des restitutions. Mais sincèrement, on n'a pas eu besoin de réunir des colloques pour réunir une croix dont on avait la photographie pour restituer une main. Je veux dire, on n'a pas eu trop d'état d'âme au sein de la DRAC. Bon, autrement, on a vu aussi donc que God également, lui aussi, il avait mis de la ferraille pour armer ses décorations. Alors pas uniquement les fils de fer dont je vous parlais, mais il avait utilisé un petit peu tout ce qui lui tombait sous la main, des morceaux de vergettes de vitraux, qu'est-ce qu'on avait trouvé encore, je sais pas. Enfin bref, il avait utilisé un petit peu tout ce qui lui tombait, tout ce qui était accessible. On a trouvé également, mais ça je veux dire c'est assez traditionnel, des os de mouton, hein, c'est des os de mouton ou bien des os de poulet, qui sont vraiment les bons systèmes d'armature traditionnels, hein, parce que ce sont eux en fait qui offrent le plus grand trou et donc la plus grande résistance à la friction. Et puis ensuite, ma foi, on s'est lancé dans la confortation, c'est-à-dire en fait c'est pratiquement du recollage. Alors là, excusez-moi si vous n'arrivez pas à tout voir. On a pu reposer un vieillard qui avait été volé, parce que l'échafaudage, donc vous l'avez compris, était resté un certain temps en place, et malgré toutes les précautions et les alarmes que l'on avait pu faire, quelqu'un était monté et avait embarqué un petit vieillard de l'Apocalypse, là, qui ornait une des voussures du portail, et puis on était bien embêtés, sauf que 6 mois après, il a dû avoir des remords. On l'a trouvé devant la porte du presbytère. Alors malheureusement, pour le déposer, il l'avait cassé en 3 morceaux. Mais enfin, ça n'a pas été difficile. Là, on l'a recollé sans trop de difficultés. Et donc, on a bien nos 12 vieillards maintenant qui sont tout autour. Alors, on a eu aussi plus d'état d'âme, mais parce que je pense qu'il y a un petit côté ésotérique qui nous a tous chatouillés là-dedans. C'est que tout à fait en haut du portail, God a trouvé le moyen de mettre alors soit un diablotin, soit un baphomet, selon que vous soyez ésotérique ou autre. Là, je vous laisse, il y a toute une littérature dessus, et on ne sait pas bien en fait d'où c'est venu. God s'était fait engueuler par le curé, parce que le curé trouvait que vraiment mettre un diable au-dessus d'une porte d'église, ça ne se faisait absolument pas. Et puis, manifestement, tout le monde se posait la question, puisque God, vous avez compris, c'est à peu près 1830. Il y a eu des restaurations dans les années 1870, enfin après la Commune, parce que là aussi ça avait souffert. Il y en a eu également entre les deux guerres. Et à chaque fois, les restaurateurs étaient gênés parce qu'ils ne savaient pas trop comment faire. Alors, il y en avait même qui avaient réussi à mettre les 2 ailes que vous voyez, en fait, avaient été transformées en mandorle, pour que ça fasse sans doute un côté un petit peu plus noble. Alors il y avait même un phallus qui avait été installé, mais qui, je pense, est parti assez rapidement. Mais donc ce baphomet avec une poitrine de femme, et puis ce que vous imaginez en dessous, ça a vraiment perturbé beaucoup et passionné en tout cas les spécialistes. Alors nous, en fait, on a regardé les plus vieilles photos, et puis on a vraiment bien regardé sur place les amorces qui pouvaient subsister de l'ensemble. C'est en ciment, hein, également.
Et donc, on a fait un autre Baphomet qui, je pense, est le plus propre. On l'a restitué. Hein, donc, je parle de... J'ai pas parlé de restauration, j'ai parlé de restitution. Alors, on peut nous le reprocher, c'est vrai, mais je pense que ça fait partie également de la légende de Saint-Méry. Quand vous tapez Saint-Méry sur Google, on ne va pas vous parler de l'église gothique, etc. On va vous parler du Baphomet. C'est quelque chose qui est international maintenant. Donc voilà, le Baphomet, après beaucoup d'hésitations, y compris concertation avec le clergé, on a refait ce Baphomet. Bon, autrement, il y avait quelques autres problèmes. Les gargouilles. Alors je vous disais qu'on n'aimait pas tellement faire des restitutions parce qu'on a toujours peur de se tromper dans ce que l'on fait. Et en fait, je vous dis tout de suite quelle est la peur d'un architecte en chef lorsqu'il fait une restitution. C'est qu'évidemment, avant de la faire, on essaye de se renseigner le plus possible sur ce qu'il pouvait y avoir. La restitution, ça veut dire qu'il manque quelque chose, que c'est évident qu'il manque quelque chose. Bon, donc, on hésite toujours à se lancer dedans, on se renseigne au maximum, mais notre grosse crainte, c'est que, alors on cherche partout, on essaye d'aller voir dans les sociétés savantes, dans les archives et autres, mais notre grosse crainte, c'est celui qui a la réponse, qui a la photographie, ou qui a la gravure, et qui attend le jour de l'inauguration pour vous sortir les documents. Vous êtes complètement planté dans votre restitution. Ça, c'est typique. Bon, enfin bref, quoi qu'il en soit, on a, pour les gargouilles, si vous voulez, même si on se trompe, on le fait pour une raison bien simple, c'est que la gargouille, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui éloigne les eaux des édifices. Et donc, en fait, systématiquement, lorsque l'on fait des restaurations, je le dis, on travaille sur tous les bandeaux, enfin sur tout ce qui sert à évacuer les eaux. Alors, les bandeaux, en général, ça ne pose pas de problème. Les gargouilles, ça peut en poser. Là, on a eu de la chance, grâce aux campagnes photographiques qui pouvaient exister, les têtes de chiens qui avaient disparu, les têtes de lait ou autres, on a pu les refaire. Alors, évidemment, on peut voir que quand on a le nez dessus, qu'elles sont neuves. On a essayé de les patiner, mais je dirais que ce n'est absolument pas gênant. Ça permet de dater pour les générations futures l'intervention. Parce que c'est ce que l'on essaye toujours de faire dans ce type de chantier, c'est que lorsque l'on fait une intervention, il y a même des puristes qui disent que dès qu'on change une pierre, ils mettent une grosse croix dessus pour bien montrer qu'on l'a changée. Il y a des pays, et là je ne plaisante pas, il y a des pays, et je pense à la Yougoslavie en particulier, vous savez qu'elle avait évidemment beaucoup souffert il y a une vingtaine d'années de la guerre civile. Lorsqu'ils changent une pierre, ils mettent un bloc en béton pour être sûr que l'on puisse voir que c'est une pierre, que c'est pas une pierre authentique. Je pense que c'est oublier, c'est donner une sorte de préférence au côté scientifique du monument historique par rapport à l'œuvre d'art que sont tous les monuments historiques. Mais ça, je veux dire, ça dépend de toutes les déontologies propres à chaque pays. Et bon, là, je sors un peu du sujet. Je suis président d'ICOMOS France. Et ICOMOS est donc une ONG internationale. Et je vous assure que quand on voit les pratiques de tous nos collègues à travers le monde, c'est très instructif. Et ça amène à relativiser un petit peu les certitudes que l'on peut avancer. Bon, donc ça, ce sont des restitutions que nous avons faites à partir de photographies anciennes. Alors, autre chose également, qui au début nous a été reproché, et puis en fait, j'en entends plus parler, c'est que Saint-Méry, les Halles ont beau avoir disparu maintenant depuis pas mal d'années, ça reste un quartier où il y a beaucoup de commerçants. Et qui dit commerçant de primeur, c'est essentiellement eux les entre guillemets fautifs, ça attire énormément les pigeons, indépendamment de ceux qui aiment bien mettre des graines pour les pigeons. Donc, on a pu le constater, ça là, les tonnes de fientes que l'on a enlevées. Je vous disais qu'on avait nettoyé Saint-Méry, mais avant de nettoyer, il a d'abord fallu faire le ménage. Bon, je ne vous parle pas de la tour Saint-Jacques, parce que là, c'était épouvantable. Donc, en fait, on essaye de se protéger des pigeons. C'est pas qu'on n'aime pas les animaux, mais on ne peut pas leur mettre des slips ou des culottes. Donc en fait, ce que l'on essaye de faire, c'est de mettre des protections, et la seule protection qui pour le moment soit efficace et admise par tout le monde, ce sont des barres électriques que l'on met, ce qui fait que quand vous touchez les deux barres, vous avez une décharge électrique, ça ne tue pas les pigeons, mais ils comprennent assez rapidement. Alors l'inconvénient, c'est qu'ils vont se percher chez les fenêtres des voisins, alors les voisins n'aiment pas.
Alors, on avait un autre système également que l'on a utilisé, mais on a été obligé de s'arrêter, c'est les ultrasons. Alors, les ultrasons, c'est très très efficace pour les pigeons, mais ça fait hurler tous les chats et les chiens du voisinage. Alors, donc là aussi, on a été obligé d'arrêter. Alors, c'est vrai que quand on regarde bien, mais maintenant ça s'est un peu passé, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a sur la tête celui-là? Eh bien oui, il a de l'anti-pigeon. Mais je veux dire, on préfère être critiqué là-dessus qu'autre chose. Alors, autrement, les vitraux, je vous parlais des vitraux qui sont donc des vitraux du XVIIIe siècle, vous les avez vus rapidement tout à l'heure. Il faut voir ce que c'est devenu après un simple nettoyage. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui fait que maintenant, dans l'église, enfin dans le bas-côté sud, dans la chapelle du bas-côté sud plutôt, vous avez une clarté, je crois que personne n'a connu de l'assistance. Et c'est vraiment extraordinaire, et là, c'est simplement, alors un nettoyage. Il ne s'agit pas de passer le Karcher pour évidemment nettoyer tout ça. Il a fallu, pour une grande partie, parce que les plombs étaient complètement cuits, donc il a fallu nettoyer tous les vitraux, et vous voyez ce qu'on peut obtenir une fois le nettoyage réalisé. Alors là aussi, on a mis ce qu'on appelle une raquette. Une raquette, c'est tout simplement pour les sales gosses qui envoient des cailloux dans l'ensemble. Et donc ça, c'est ce que vous avez, c'est ce que l'on peut voir maintenant. C'est pas encore vieilli ou quoi que ce soit. Je veux dire, on découvre la finesse de cette sculpture. Donc, qui reste quand même une sculpture, même si elle est en ciment, elle est quand même faite dans l'esprit de ce qu'il pouvait y avoir. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, God, j'ai oublié de le dire, God, il n'y avait vraiment pratiquement plus rien à part quelques amorces qui décrit bien. Pour le restant, il ne savait pas trop quoi faire sur les sculptures. Alors, comme en même temps, il devait restaurer le portail sud de Notre-Dame de Paris, c'est le portail de Saint-Étienne, c'est-à-dire côté Seine. Il s'est dit, je vais m'inspirer c'est un bon exemple, c'est vrai, c'est un bon exemple. Donc en fait, on a là une copie du portail de Saint-Étienne avant la restauration du Viollet-le-Duc. C'est pour ça, historiquement, c'est assez intéressant de pouvoir, de pouvoir voir un peu l'évolution d'un monument historique, parce que, qu'est-ce que vous voyez, il y a les modes de restauration qui existent. Donc, écoutez, voilà pour Saint-Méry. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre édifice dont on a beaucoup parlé, parce qu'en fait, je crois que c'était un des derniers hôtels crasseux du Marais. Bon, alors, cet hôtel des ambassadeurs de Hollande, en fait, est célèbre à plus d'un titre. C'est que, curieusement, en dépit de la photo que vous voyez, c'est considéré comme la première restauration du Marais, c'est-à-dire entre les deux guerres. Bon, l'hôtel des ambassadeurs, oui, alors ça c'était avant. Alors, peu de personnes, je pense, connaissent cet hôtel à l'intérieur, parce que les différents propriétaires qui se sont succédés ont toujours été n'étaient pas très ouverts autrement dit, voulaient être tranquilles, tout simplement. Donc en fait, c'est un hôtel qui est assez mythique et qui est relativement peu connu. Alors il est pourtant, des historiens, il est bien connu, parce que c'est un hôtel que l'on suit à la trace, ça remonte au XIVe siècle. Ensuite il y a Jean sans peur, Sieyès, qui est décédé après avoir été assassiné un petit peu plus loin. Donc c'est un hôtel qui, en dépit d'une apparence très classique, si je peux dire, en fait est fait de briques et de broc. Et il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle pour que l'architecte Cottard en face, en fait, raccommode, je sais plus, il rhabille, je ne sais plus comment j'ai plus le terme exact, mais enfin, il a pétassé tout un ensemble non, pétassé c'est dans le midi, alors ici on dit raccommoder plutôt, pour raccommoder un ensemble qui était fait de briques et de broc. Il y avait du XIVe, il y avait du XVe, il y avait une aile du début du XVIIe siècle, et puis il a eu selon l'expression, un riche propriétaire, c'était Amelot de Bisseuil, qui avait hérité ça de son père, et puis qui voulait vraiment avoir l'hôtel traditionnel entre cour et jardin. Alors, entre cour et jardin, vous imaginez qu'en plein centre du Marais, c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc en fait,
Cottard, et c'est là qu'il utilise l'expression de rhabiller, et simplement il est parti des immeubles qui existaient, il a construit, alors là, à moins que ça puisse, non ça ne peut pas se voir, il a construit trois parties de bâtiments tout simplement, et il a rhabillé en plâtre l'ensemble des autres bâtiments en leur donnant exactement le même appareillage, à des joints à refend ou autres. Ce qui fait que lorsque vous pénétrez dans l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, vous avez vraiment l'impression d'un hôtel qui est d'une seule venue et sur lequel il n'y a vraiment aucune hésitation. Et on oublie simplement qu'il avait au moins 2 siècles avant d'être complètement achevé, en 1660 exactement, par Cottard. Alors, oui, alors, je fais juste une petite diversion, c'est l'hôtel entre cour et jardin. On a un autre hôtel, on parlait de l'hôtel de Beauvais, on a exactement le même cas de figure tout à l'heure avec l'hôtel de Beauvais, où là aussi on n'arrivait absolument pas à faire l'hôtel entre cour et jardin traditionnellement. Donc à l'hôtel de Beauvais, on a un jardin suspendu. À l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, simplement on a un jardin qui est en trompe-l'œil. Un petit peu comme a fait Ledoux pour l'hôtel d'Alville. Bon, je passe rapidement. Alors, cet hôtel est parfaitement connu parce que Cottard a été assez rapidement en disgrâce, donc il a eu le temps de publier ses mémoires. Vous savez, les architectes qui réussissent, ils n'ont pas le temps de publier leurs mémoires. Donc, il a eu le temps de publier ses mémoires. Et puis, comme c'était quand même un bâtiment assez remarquable, en particulier par la décoration intérieure, ça a été repris par des Marot, par des Blondel. Les guides Michelin de l'époque, là, les Brice et autres, je ne retrouve pas le nom de l'autre, eux aussi ont parfaitement décrit cet hôtel. Donc c'est quelque chose que l'on connaît très bien, et les modifications qu'il y a pu y avoir au XVIIIe siècle, en fait, l'ont relativement peu altéré. Alors, je vous disais que c'était je ne sais plus où j'en suis, oui, alors, je vous disais que c'était un des premiers hôtels du Marais, restaurés du Marais, parce qu'en fonction de toute cette documentation, et vous n'en avez vu qu'une toute petite partie, en fonction de toute cette documentation, entre les deux guerres et au début, dans les années 1950, le propriétaire, c'était la famille Veller à l'époque, le propriétaire, avec l'aide des monuments historiques, a décidé de faire d'une restitution. Et c'est ça qui est absolument exceptionnel dans cet hôtel, c'est que c'est vraiment une des rares restitutions que je connaisse. Quand vous vous promenez, vous ne le savez pas. Et si vous le savez, évidemment, tout de suite, ça perd peut-être un peu de son charme, bien que ce sont des restitutions qui ont plus de 50 ans maintenant. Donc, c'est un hôtel, enfin, on a toutes les photographies, là aussi, parce que les Veller avaient bien photographié leur propriété, donc on sait très bien comment c'était avant leur intervention et après. Donc, si vous voulez, cet hôtel était caractérisé non seulement par ce que je vais essayer de vous raconter rapidement tout à l'heure, mais également par le fait que c'était une restauration au sens restitution. Et il y a quelque chose que vous voyez là maintenant. Vous voyez devant ici ce qu'on appellera un balcon, bien qu'en fait le terme n'est pas tout à fait exact. Et en fait, ce balcon avait complètement disparu dans les années 1820-22 à peu près. Et donc ça, c'est toujours les gravures dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez cette notion de balcon. Et on sait que monsieur s'en servait, parce qu'évidemment, l'appartement de monsieur était séparé de madame. Et ça permettait à monsieur d'aller directement dans son appartement sans passer par celui de madame. Donc ça, c'est Brice qui le raconte, c'est pas moi qui l'invente. Donc autrement, on avait ce système de balcon qui existait absolument parfaitement. Et lorsque j'ai présenté pour la première fois mon projet de restauration de ce qui s'appelle la cour occidentale, c'est-à-dire la cour qui donne sur la rue Vieille du Temple, je n'avais pas proposé de restituer ce balcon parce que je considérais que ça faisait partie de l'histoire du bâtiment, de l'avoir perdu en 1820 et que je ne voyais pas le restituer. La DRAC, à l'époque, m'avait demandé de l'étudier. Bon, il se trouve qu'il y a eu des décès dans la famille Veller, qu'ensuite les héritiers ont mis un certain temps pour le vendre. Le nouveau propriétaire me dit, maintenant, allez-y, restaurez cette cour. Donc je présente le projet de restitution de ce balcon, qui est parfaitement attesté, pas uniquement par
pas uniquement par les gravures que vous avez pu voir, mais également par des vestiges que vous verrez. Et donc je présente ce projet qui, faites-moi confiance, ressemble tout à fait au dessin de Cottard. Bon, je passe là-dessus. Alors, les détails, vous les voyez parfaitement, en fait, c'est que c'est ce fameux balcon qui maintenant se présente comme ça, hein, c'est la vision actuelle que l'on a, enfin, avec un peu moins de crasse. Le balcon, les balcons existaient parfaitement, vous les voyez de part et d'autre. Enfin, la photo est mauvaise, mais si vous voyez bien, là on a l'emprise du balcon, et si vous regardez bien, vous voyez que le balcon en trompe-l'œil se poursuit. Il se poursuit sur quoi? Sur des cadrans solaires que vous avez peut-être aperçus tout à l'heure. Il y a 4 superbes cadrans solaires qui sont en place, que nous avons pratiquement fini la restauration, et qui permettent, alors qu'on est une orientation est, d'avoir l'heure, paraît-il, ça on va le vérifier d'ici quelques semaines, d'avoir l'heure toute l'année. Et de l'autre côté c'est pareil, vous voyez que le phylactère là, qui raconte je ne sais plus quoi sur le cadran solaire, hein, un genre les heures passent mais comme nous, etc. Donc vous voyez qu'il se découpe parfaitement au-dessus de la trace de cet ensemble. Donc bah, voyez, là c'est les cadrans solaires avant la restauration, enfin je ne recommence pas donc, sur ma justification du balcon qui a existé, ça on le savait, et donc la DRAC n'a pas souhaité qu'on restaure ce balcon, parce que, bah, en fait, ça montre que la vérité historique dépend essentiellement des personnes qui la délivrent, et que la mode en ce moment n'est plus tellement aux restitutions. Là, c'est simplement les fouilles qu'on avait pu faire dans le sol qui montraient bien qu'on avait les fondations de ce balcon, et donc en fait j'ai été amené à restaurer le garde-corps tel qu'il était avant mon intervention. Esthétiquement, c'est pas très heureux, mais on pourra dire que je ne me suis pas lancé dans une restitution hasardeuse. Vous voyez, c'est un petit peu les limites de ce type d'exercice. Le propriétaire était ravi parce qu'il a fait une grosse économie. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce que c'est vrai que ce n'était pas mon propos, une des caractéristiques de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, c'est que, je vous disais tout à l'heure que Cottard avait rhabillé des bâtiments très disparates de l'ensemble, et tout ça c'est en plâtre, et que le plâtre que vous voyez sur cette façade, c'est encore le plâtre du XVIIe siècle. Comme quoi le plâtre, ce n'est pas le matériau fragile que l'on connaît trop à l'heure actuelle. Alors là, les cadrans solaires, il manque juste encore les styles qui n'ont pas été reposés. Nous travaillons non pas avec un gnonomiste parce que c'est une race qui a complètement disparu, mais on travaille avec quelqu'un de l'Observatoire de Paris qui est spécialisé dans les cadrans solaires et qui est en train de viser au mieux pour que le cadran soit à l'heure. Je ne sais pas s'il changera d'heure à l'heure d'été, mais enfin, il y aura un système qui nous montrera. Bon, autrement, donc ça c'est une partie qui est terminée. Les cadrans solaires, on a pu les retrouver. On a pu retrouver également, parce que ces cadrans solaires avaient été restaurés dans les années 1840, ça on avait retrouvé la trace, mais par contre ça avait été restauré un petit peu comme ça, sans trop faire attention au tracé. Et on a pu voir, sous la restauration des années 1830-40, on a pu voir les anciens tracés, ce qui a fait extrêmement plaisir à notre astronome, parce qu'il trouvait justement que ce cadran solaire ne pouvait absolument pas donner l'heure parce que les tracés n'étaient pas corrects. Et on a pu retrouver les tracés d'origine qui manifestement sont corrects, mais ça je vous le dirai dans quelques semaines. Alors autrement, maintenant vous avez cette façade par rapport à celle que vous aviez pu voir jusqu'à présent. Dernier problème, il reste encore quelques patines à finir, mais le temps pluvieux de cet an dernier ne nous a pas permis de les faire. Alors, dernière question, je préfère la poser avant que l'un d'entre vous ne la pose, c'est pourquoi avez-vous repeint le portail? Ça, c'était la grande question, parce que lors de la restauration des années d'après-guerre, donc dans les années 50-60, comme c'était la mode, le portail avait été entièrement décapé pour mettre le bois naturel. Vous savez, il y a la grande mythologie des matériaux nobles naturels. Il avait donc été entièrement décapé et verni pour protéger le bois. Donc la question qui se posait, c'était qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'on restaure ce portail qui est d'une richesse extraordinaire, hein, il est attribué à Roméo Dain. Est-ce qu'on le restaure tel qu'il a été restauré dans les années 50, ce que l'on m'a obligé à faire pour l'hôtel de Sully, par exemple, ou bien est-ce qu'on le restaure tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire peint? Et donc
dans sa sagesse, la DRAC a décidé de le... Alors, quand je dis la DRAC, c'est évidemment 5 ou 6 personnes à peu près. Hein. C'est pas une personne qui décide. Donc, il a été décidé de repeindre ce portail. Alors, ce que l'on a fait, on a mis une peinture relativement légère pour ne pas empâter les sculptures et les détails qui sont vraiment d'une très grande richesse. Monsieur, vous ne repeignez jamais à l'ocre? Ah ben alors... Parce qu'avec l'association Terre d'Ocre... Alors, si vous voulez, on peut parler de la peinture, de la couleur plutôt. Alors, le problème des couleurs, c'est que lorsqu'on peut le faire, on fait ce qu'on appelle savamment une stratigraphie pour essayer de trouver les différentes couches successives qui se sont déposées sur cet ensemble. Ce que l'on constate, c'est que d'abord, on a quelquefois beaucoup de mal à les retrouver. Là, pour cet ensemble, je vous disais que malheureusement, mon lointain prédécesseur avait fait faire très correctement le travail, c'est-à-dire qu'on n'a absolument retrouvé aucune trace de peinture d'origine. Les photos qu'on en avait, c'était en noir et blanc, et on n'a pas réussi à les étalonner pour essayer d'avoir une idée de couleur. Donc on est parti sur du rouge, partant du principe que le rouge était la couleur que l'on mettait au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est plutôt une couleur verte, puis gris clair à la fin du XVIIIe. Donc ça, voilà, je vous donne, il n'y a aucune trace qui a été retrouvée dessus. Comment il s'appelle, l'architecte qui fait partie de l'association Terre d'Ocre? Ah ben lui, il est plutôt pour mettre de l'ocre, voilà. Ça, je pense Oui, également pareil. Oui, il a fait à l'époque de l'église de Saulieu, Oui. le dimanche, comme ça, la même couleur, hein, à l'ocre. Oui, mais c'est... enfin bref, c'est... Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, et ça explique peut-être la couleur lit de vin que l'on trouve sur les églises de Paris, et pas seulement de Paris, c'est que cette couleur, elle vient d'être faite. Je peux vous assurer que dans 5 ans, elle aura une autre couleur, et que dans 10 ans, elle sera lit de vin. J'ai restauré Saint-Gervais au début de l'an 2000, avec un rouge qui était beaucoup plus acide que celui-ci. Maintenant, quand vous le voyez, c'est du lit de vin. Donc, c'est pour ça que ça relativise un peu la notion de couleur. J'y attache beaucoup moins d'importance, même si quelquefois ça peut créer des polémiques. Alors, autre opération... Alors, vous me dites si je suis dans les temps. Autre opération qui là est... On quitte l'arrondissement, pardon. Mais c'est donc la salle Labrouste dont vous allez entendre parler bientôt, puisqu'elle va être prochainement ouverte au public. Donc, cette salle Labrouste, bon, je passe rapidement sur la réalisation de Labrouste ou autre, hein, mais on a la chance d'avoir, évidemment c'est la Bibliothèque nationale, on a la chance d'avoir la totalité de ces documents, de ces hésitations ou autres, ça c'est absolument extraordinaire. Donc pour l'architecte, c'est vraiment l'idéal de pouvoir savoir comment était la salle Labrouste, puisque, mais en dépit de tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, faire une restauration telle que c'était le jour de l'inauguration, c'est quand même le rêve de tout architecte. Donc là, je me disais, quand j'ai été nommé sur la Bibliothèque nationale, ça reste toujours une salle de lecture, donc ça va être absolument extraordinaire. Donc évidemment, on a commencé par faire tout le travail dont je vous parlais tout à l'heure, et je passe assez vite. Bon, on a pu voir les évolutions entre le temps de Labrouste et le temps actuel. En fait, il y en avait relativement peu, sinon ça s'est densifié évidemment parce que, comme dans toute bibliothèque, les livres continuent d'affluer, etc., etc. Donc, je passe rapidement, mais on a commencé par faire les investigations. Alors, les premières investigations, évidemment, c'était les peintures, là c'est les verdures de Degoff, où on a essayé de voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Parce que, en fait, Labrouste avait fait ce type de décor latéralement, parce que comme il n'y avait pas de fenêtre sur l'extérieur, il voulait éviter un peu que les lecteurs aient l'impression d'être complètement pris entre des bâtiments, donc il avait fait des fausses fenêtres, là encore. Et vous voyez, en fait, vous commencez déjà à voir les couleurs que l'on peut trouver, alors que ceux qui ont connu la salle Labrouste il y a encore quelques années savent de la couleur extrémentielle qui la recouvrait. Donc, vous voyez, les investigations, ça demande quelquefois des travaux vraiment très très forts. Vous voyez, là, c'est simplement des petits nettoyages ponctuels pour essayer de voir ce que l'on allait retrouver. Donc, vous voyez, tous les ors et autres, on les retrouve parfaitement. Vous voyez quand je parlais de couleur extrémentielle, hein, j'étais pas loin de la vérité, je pense.
Vous voyez ce que ça peut donner, mais pensez que le ménage n'avait jamais été fait entre 1870 et nos jours. Donc vous voyez le type de crasse que l'on pouvait, de poussière même tout simplement, que l'on pouvait trouver. Donc je vous disais, je me réjouissais de vraiment pouvoir remettre en valeur simplement ce bâtiment, mais c'était sans compter sur un changement de programme. Je vous disais tout à l'heure que le programme était fondamental pour toute restauration, hein, qu'il n'y a pas de restauration sans programme. Et bien simplement, c'est que la façon de lire un ouvrage du temps de la Brouste n'est plus notre façon actuelle. Du temps de la Brouste, on doit le voir sur un plan, vous le voyez parfaitement. Du temps de la Brouste, on avait vraiment une coupure absolument, une coupure complète, je dirais un jubé, une table de communion, excusez-moi. Bon, ben je renonce à me servir de la souris. Donc on avait vraiment une coupure complète entre les lecteurs, enfin, disons les fidèles, et le clergé, c'est-à-dire les conservateurs, les magasiniers. J'ai pas trouvé de référence dans la religion. Mais c'était vraiment les enfants de cœur, si vous voulez. Les enfants de cœur. Donc on avait les conservateurs qui étaient vraiment séparés du public, qui dominaient de 50 à 60 cm. Et puis derrière, par la porte que vous voyez, il y avait le magasin des livres, et c'est là qu'il y avait évidemment les magasiniers qui allaient chercher les ouvrages, qui les apportaient aux conservateurs, et les conservateurs ensuite, les lecteurs venaient chercher les ouvrages. Alors ça, eh ben, c'est fini. Maintenant, le principe, c'est que ce sont les lecteurs eux-mêmes qui vont chercher les livres dans les rayonnages. Donc, bah, ça n'a l'air de rien, mais ça fichait en l'air quelques éléments assez caractéristiques de cette bibliothèque, en particulier l'endroit où se tenait le conservateur en chef, la trônait, dominait, surveillait tous les lecteurs. Et bien ça n'a absolument plus lieu d'être. De même, vous avez vu rapidement tout à l'heure dans l'accès au magasin des livres, vous avez 2 cariatides, vous avez un rideau, enfin c'était vraiment le saint des saints, où évidemment il n'était pas question qu'un lecteur puisse aller. Maintenant, c'est fini, les lecteurs traversent ce plateau liturgique, et je continue la comparaison, et va directement dans le magasin de livres chercher son ouvrage. Bon, la seule chose, et là je pense que c'est vraiment très prudent, ce n'est pas lui qui le remet en place, parce que vous imaginez que ça serait assez rapidement le foutoir partout. Voilà. Donc par contre, il redépose le livre dans un des endroits de ce fameux plateau liturgique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que, vous savez qu'il y a les normes. Les normes, ce n'est pas uniquement les normes de confort, ce sont également les normes d'accessibilité. Et peut-être que nous, on sera tous bien contents un jour de pouvoir en profiter. Ben, c'est simplement l'accès handicapé. C'est que à partir du moment où on dit que le public peut aller chercher ses livres, ça veut dire que tout public peut aller chercher ses livres. C'est-à-dire que la coupure là qu'il y a, et là vous ne l'avez pas vue, mais elle est vraiment richement décorée, la coupure que vous avez là, eh bien, il faut la percer pour faire des rampes, pour que les fauteuils roulants puissent passer. Eh bien, ça dénature un petit peu le monument. Je sais, oui, là on a fait une photomontage, vous ne le voyez peut-être pas suffisamment, mais cette fameuse coupure que l'on avait, qui était caractéristique du travail de la Brouste, eh bien, on était obligé de la faire sauter. Alors évidemment, ça a fait des discussions. Et puis j'ai fini par faire comprendre, en tout cas à la DRAC, parce que c'est le même ministère, hein, mais enfin évidemment chacun défend son problème. Ben, j'ai fini par faire comprendre qu'il valait mieux avoir 2 percements dans ce fameux jubé, et d'avoir une salle de lecture qui continue de fonctionner, plutôt que d'avoir une salle de lecture muséographiée, et dans lequel on aille visiter, enfin bref, qui perd complètement son sens. Et je vous disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de l'ADN d'un monument historique, je parlais de la forme, de la matière et de la fonction. Et là, je pense que nous avons peut-être trafiqué un petit peu la matière en perçant, en faisant des percements, mais par contre, nous avons permis à ce monument de conserver sa fonction d'origine. Ça, ce sont des photomontages. Alors, le chantier, j'ai beau vous dire que ce n'était qu'un simple nettoyage, bien sûr, mais un simple nettoyage à 5 millions d'euros. Hein. Pensez qu'encore une fois, ce n'est pas au Karcher que ça se fait au coton-tige ou à la brosse, vous le verrez. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est toute la finesse, la subtilité des couleurs, vous en verrez encore plus, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que
Alors là, vous voyez, la crasse avant et après, on n'a pas repeint, on a nettoyé. Hein. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est la première chose qu'on dit, mais comment est-ce que tu as trouvé cette couleur gris, etc. On a nettoyé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque la brousse a fait son travail, vous avez compris qu'on était enchâssé dans des bâtiments, et que donc la lumière du jour ne pouvait venir que par le ciel, et qu'il n'y avait pas d'électricité, et en plus, la Bibliothèque nationale avait refusé que le gaz soit installé. Alors que oui, mais la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est antérieure à le gaz, était éclairée au gaz. Donc vous voyez, ça aussi, ça dépend des personnes. Et donc, en fait, la brousse n'avait qu'une solution, c'est de faire en sorte que le moindre rayon de soleil qui traversait les puits de lumière qu'il avait mis dans les coupoles que vous avez aperçues, soit reflété par les dorures, par les aluminures, parce qu'il y a aussi des feuilles d'aluminium. C'est mieux que l'argent, parce que l'argent ça ternit beaucoup plus vite. Donc en fait que la lumière puisse pénétrer jusqu'à la table des lecteurs. Alors évidemment l'hiver c'était peut-être plus difficile, mais encore une fois il aura fallu attendre 1920 pour que l'électricité arrive dans la salle Labrousse. Et pareil pour le magasin des livres dont je vous parlais tout à l'heure, le magasin des livres était entièrement éclairé naturellement. Donc vous voyez en fait le genre de travail auquel on est arrivé. Encore une fois, ce n'est que du nettoyage, mais croyez-moi, si je dis ce n'est que, j'ai mis des guillemets autour parce qu'on en a bavé pas mal. Regardez la vivacité des couleurs, jamais on n'aurait osé proposer quelque chose comme ça. C'est de la céramique, et donc ce que vous voyez en métal, en fait, c'est de la feuille d'aluminium. Alors la feuille d'aluminium, en fait, on ne dit pas aluminure, mais on dit dorure à l'aluminium. De même qu'on dit dorure à l'argent, parce que le mode de pose est exactement le même. Simplement, l'aluminium est un petit peu plus épais que l'or. Et alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'aluminium, pour nous, c'est un matériau vraiment bas de gamme. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sous le Second Empire, on a offert à l'impératrice une vaisselle en aluminium. Donc, ça veut dire vraiment que c'était un matériau très très riche à l'époque. Exactement. Alors, donc, en fait, l'argument de la brousse, c'était que ça ne ternissait pas. Donc, autrement, écoutez, là, je vais terminer. On a eu un autre petit problème, c'est que maintenant, évidemment, du temps de la brousse, on écrivait, on prenait des notes. Et je pense même que de votre temps, si vous y avez travaillé, c'était encore comme ça. Maintenant, sans ordinateur, on ne fait plus rien. Et tout le mobilier de la brousse a failli disparaître pour une question de 5 cm. C'est que quand vous écrivez, vous êtes plutôt... Quand vous êtes sur ordinateur, vous êtes un peu plus haut, le siège, vous avez une position plus haute que lorsque vous écrivez, et c'est pour ces 5 cm, je vous assure que l'INHA, parce que c'est l'Institut National d'Histoire de l'Art qui va occuper cette salle, c'est pas la Bibliothèque nationale, voulait sortir tout le mobilier pour faire un mobilier contemporain qui soit parfaitement adapté à... Alors qu'en fait, il a suffi de rajouter des cales sous les... Non mais, vous savez, c'est quelquefois les idées les plus simples et les plus bêtes, excusez-moi, mais ça n'évoque pas les grands. Alors on a restauré, simplement on avait été un petit peu déçus parce que tout à fait au début, mais enfin c'est vrai qu'il y avait encore plein de lecteurs, on pensait que les sous-mains étaient en cuir, étaient en basane, et en fait c'est simplement de la peinture. C'est de la peinture. Donc voilà, j'évoquais le problème des ordinateurs. Donc voilà, on a pu restituer tous les luminaires, donc vous avez compris qu'ils dataient eux de 1920. Alors ceux qui sont en opaline c'est 1920, ceux qui sont en cuivre c'est 1953. Donc vous voyez, on aura attendu longtemps avant d'avoir un éclairage correct. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors en fait, j'ai sans doute débordé un peu trop de mon temps. Oui, j'ai oublié j'ai parlé beaucoup de l'architecte en chef, évidemment. Je ne vous ai pas parlé des architectes des bâtiments de France, parce qu'il y a souvent une confusion entre les deux. Alors, les architectes des bâtiments de France sont des architectes qui ont exactement la même formation que nous ou que les architectes du patrimoine, mais ils passent un concours distinct d'une autre, et les architectes des bâtiments de France, dans leur mission actuelle, ils surveillent les abords des monuments historiques. Si vous voulez, ils n'interviennent pas, ou plutôt ils n'interviennent plus, parce que pendant un certain temps, ils avaient le droit de faire ce qu'on appelle du cumul,
c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire de la maîtrise d'œuvre sur les monuments historiques, enfin de faire plutôt de l'entretien ou autre. Maintenant, ils n'en ont plus le droit. Donc, en fait, ils surveillent les abords des monuments historiques. C'est eux que vous voyez passer dans les permis de construire. Et je vous assure que quand on voit... Alors, il est de bon ton de dire « Ah, c'est l'ABF encore qui m'a empêché de faire telle ou telle chose ». Mais quand je vois tout ce qu'ils ont pu éviter, oui. Je vous assure qu'il faut pas voir le cas, parce qu'il y a toujours évidemment des cas litigieux ou autres, il faut voir le gros de leur travail. Donc eux, ce sont comme nous, ce sont des fonctionnaires, mais salariés. Et on a tenté de leur rogner les ailes dans la nouvelle version du Code du patrimoine. Alors, pourquoi? Pour la raison que ce que je viens de dire, c'est que dans ces cas-là, quand il y a... Vous voyez, je vais faire la même comparaison, j'en parlerai pour moi. Quand il y a un problème, on peut individualiser la personne qui est la cause du problème. C'est l'ABF, les élus en général sont ravis de pouvoir dire c'est pas moi, c'est l'ABF qui a fait son avis conforme. Donc on individualise la personne, et puis au bout d'un certain temps, ça use, et on se dit peut-être que s'il n'y avait pas d'ABF, il n'y aurait pas de problème. Pour les architectes en chef, ça a été la même chose. Parce que quand il y a une polémique ou quoi que ce soit, on nous voit. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à nous mettre en avant, alors qu'en fait, j'ai essayé de vous montrer que l'on était vraiment prisonnier, enfin prisonnier, non, on travaille au sein d'une administration, et que cette administration, elle passe son temps à nous surveiller. Mais c'est vrai qu'il est de bon temps de dire, c'est l'architecte en chef qui a fait telle ou telle chose. Il y a quelque chose qui nous avait, il y a quelque temps, il y a un de mes confrères, c'était l'architecte en chef de l'Élysée, et il y avait eu toute une campagne de presse, on n'a d'ailleurs toujours pas compris d'où ça venait, sinon que le président d'alors, je crois, vous laisse en débarrasser. La campagne de presse, c'était le fonctionnaire le mieux payé de la République. Et c'est vrai, ils ont sorti le montant de ses honoraires. Évidemment, des honoraires, ça n'a rien à voir avec des salaires. Alors, bon, pour dire, même notre ministre nous a défendus, ce qui est assez rare pour être noté. Et puis, bon, quand les journalistes qui avaient lancé le truc ont vu, ça ne les intéressait plus. Hein. L'essentiel, vous savez, c'est de lancer une polémique, et puis elle est destinée à s'éteindre naturellement. Bon, écoutez, si je peux vous répondre plus précisément sur tel ou tel point. C'était un peu plus long que je ne pensais. Je voudrais vous poser une question au sujet de l'église de Coulanges, justement. Ça va, vous n'êtes pas fautive. Surtout, le parvis de l'église, le côté de l'église. Ils veulent mettre à stabiliser comme sur les tennis normales. Ah, écoutez, il y a un architecte des bâtiments de France. Non, mais c'est pas non, mais je pense qu'on ne va pas parler de je me garderai bien. C'est pas les architectes, ils ont pris une entreprise de paysagiste. Oui, mais je veux dire, elle était obligée de demander une autorisation. La vue d'architecte. Non, mais ça ne va pas marcher. Hein. Je préfère refuser l'architecte. S'il vous plaît, plutôt des questions d'ordre général, que sur les cas très particuliers. Parce qu'on va toujours pouvoir en trouver. Oui, on va toujours trouver des problèmes. La nuit est jeune. Oui. Vous nous avez expliqué quelles étaient les formations des ABF et des architectes en chef des monuments historiques, mais quelle est la formation des DRAC qui vous soumettent à des examens permanents? Alors, c'est vrai, j'ai eu tendance à parler de DRAC. Bon, le DRAC, c'est le directeur régional. Pour la partie monument historique, il y a un conservateur régional qui dépend du DRAC et qui est vraiment dédié aux monuments historiques. Ce conservateur régional des monuments historiques est assisté de conservateurs du patrimoine et en fait les avis sont collégiaux. Et leur formation? Alors leur formation, on trouve un petit peu de tout. Beaucoup d'élan. Oh non, pas dans les conservateurs. Dans les DRAC, oui. Non, dans les conservateurs, vous avez le conservateur de Paris est ABF. Vous avez beaucoup de... Il y a l'achat surtout, non, je vois plutôt des... L'école du patrimoine. L'école du patrimoine, on commence à en voir maintenant. Des chartistes. Non, le côté énarque, c'est DRAC. Un énarque ne serait pas conservateur. Non. Heureusement. Chaillot, peut-être. C'est un métier. C'est un métier, mais c'est vrai qu'on devient conservateur régional des monuments historiques. On a une formation. Est-ce que selon vous, le jour viendra où l'avis de l'ABF
va redevenir conforme. C'est-à-dire qu'il faut le suivre, parce qu'il passe outre quand ils en ont pas envie. Mais pour le moment, l'avis de l'ABF est conforme. Il est conforme dans les abords des monuments historiques. Je peux vous poser une question aussi. Il n'a jamais été imaginé qu'il puisse y avoir une collégialité d'appel quand on n'était pas d'accord avec l'avis de Et l'ABF. c'est ce qui existe actuellement. C'est compliqué à... Il y a une appel. Autrefois, ça s'appelait l'accord effet. Maintenant, je ne sais plus, c'est la commission, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est départemental. Et lorsque un pétitionnaire n'est pas d'accord avec l'avis de l'ABF, il fait appel devant cette commission. C'est pas fréquent. Non. Alors, c'est pas fréquent. Bah, écoutez, je ne peux pas vous dire. C'est vrai que c'est pas fréquent. Soit parce que l'ABF a raison. Et on arrive... Ah non, mais je veux dire, ça arrive quand même. Si vous pouviez avoir une idée de ce qu'ils voient à longueur de journée. Alors, et puis ensuite, c'est lourd. Bah, soit non, mais la personne qui veut vraiment faire son projet, elle peut y aller. Bon, ça va peut-être lui faire perdre 6 mois, mais je veux dire, s'ils ne le font pas, c'est de leur faute. Mais donc, là, ça existe, hein, cet appel, cette possibilité d'appel. Bah, là, je passe la parole tout de suite après. Citer un exemple d'une décision qui vient d'être prise par le conservateur régional qui a autorisé la destruction d'un monument inscrit à l'inventaire en prétextant le fait qu'on ne toucherait pas l'intégralité du bâtiment. Ça fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, tout simplement. Et pourtant, c'est une décision. Et là, on va au tribunal administratif, tout simplement. Et on fait... Non, il y a monsieur qui avait demandé la parole. C'est pour la responsabilité de... Est-ce que vous pourriez vous étendre un peu plus sur le sujet de l'intégration technique, c'est-à-dire des gaines de ventilation, de l'électricité pour les luminaires, etc. Ah ben, je veux dire, ça m'est difficile de m'étendre dessus. J'ai soulevé le problème parce que le problème est bien réel. Je disais également que la notion de confort moderne, il y a le confort qui est également normé, c'est-à-dire que c'est écrit dans les textes de loi. Quand dans un texte de loi on dit que par exemple une salle comme ça doit pouvoir avoir son volume d'air renouvelé 3 fois par heure, c'est quelque chose qui est obligatoire. L'architecte est pénalisé et sanctionné si jamais on constate que ce n'est pas vrai. Donc si vous voulez, le confort, c'est pas uniquement de mettre un poulot vert ou de ne pas mettre un poulot vert. La notion d'accessibilité, bon, je pense que c'est pas dramatique là ce que je vous ai présenté, mais on sait quelquefois que c'est un réel problème. Le développement durable. Alors là, c'est ce qui nous fait le plus peur à l'heure actuelle, alors qu'on pourrait penser qu'un monument historique, c'est vraiment un bon exemple de développement durable. Alors, pour m'étendre plus précisément sur les gaines, sauf si vous pouvez préciser votre question en disant qu'on n'a peut-être pas besoin de mettre de l'air conditionné partout, ça je veux dire, c'est la bonne réponse. Il y a des clients qui estiment qu'on ne peut pas vivre sans air conditionné. En particulier la clientèle internationale qui est habituée à des climats autrement plus rudes que les nôtres. Et puis je ne vous cache pas aussi que pour avoir travaillé un peu partout, travailler en air conditionné l'été, c'est pas forcément désagréable. Alors, je ne réponds pas à votre question en disant ça. Alors, il y a quand même, je veux dire, je parlais de grosses gaines ou autres, lorsqu'on est habitué justement à travailler et à essayer de satisfaire son client, parce que je veux dire, le cochon payant, c'est le client, c'est quand même pour lui que l'on travaille, c'est quand même lui qui restaure l'édifice, donc il a droit à un minimum de respect. S'il estime avoir besoin de l'air conditionné, c'est à nous de nous creuser la cervelle pour essayer de trouver d'autres solutions que celles que je caricaturais en parlant de gaines d'1 mètre de diamètre. Il y a d'autres solutions où on peut intégrer un petit peu mieux l'air conditionné, si c'est l'air conditionné que vous visiez. Quel est le rôle de l'architecte des monuments historiques lorsque le monument historique n'est pas un bâtiment mais un ensemble urbain? Je pense à la place de la Concorde par exemple, qui est un monument historique. Alors, il ne faut pas confondre. Non, c'est un monument historique. Alors, ça fait... Non, c'est un monument historique. Alors, écoutez, regardez. Là, c'est une colle que vous posez. Alors, comme c'était pas dans mes attributions, je ne suis pas sûr de... écoutez, je ne suis pas capable de vous répondre, mais le problème est exactement le même. Le problème est exactement le même, sauf que les problèmes qui seront différents, c'est qu'on cherchera soit
Alors, parlons de la place Stanislas, par exemple. Là, c'est peut-être plus simple, parce que là, elle est classée. Là, j'en suis sûr. Ah, moi, je suis sûr de la place de la Concorde. J'ai vu l'arrêté de classement. Bon, alors dans ce cas, c'est vrai, mais si vous voulez, le problème est exactement le même. Le problème est le même, c'est que la collectivité locale qui est propriétaire de la voirie aura un programme pour savoir quoi faire. Est-ce que c'est une remise en valeur? Est-ce que c'est d'évacuer les voitures, par exemple? La Concorde, vous savez, il y a eu plusieurs planchers de souterrain pour passer en dessous. Là aussi, c'est le programme qui déterminera la nature de la restauration. Alors, est-ce qu'il faut en faire une place piétonne? Est-ce qu'il faut en faire... Enfin, je veux dire, encore une fois, et j'insiste beaucoup parce qu'on l'oublie toujours, c'est le programme qui détermine la nature de la restauration. Donc, la place de la Concorde, qu'elle soit classée ou pas classée, le problème est exactement le même, c'est pour faire quoi? Et c'est ce que demandera la DRAC. Alors, l'architecte en chef qui sera en charge de cette opération, après un concours, puisque la ville de Paris sera tenue de faire un appel d'offres entre architectes compétents, l'architecte essaiera de répondre au programme de son client, mais au préalable, la DRAC aura vu le programme de la ville. Si la ville dit oh, je veux transformer la place de la Concorde en un gigantesque parking, ça m'étonnerait. Mais je veux dire, la DRAC sera là pour lui dire elle aura d'ailleurs du mal à dire il n'en est pas question, parce que la DRAC n'a pas le pouvoir de l'utilisation d'un monument historique. Elle ne peut pas vous dire dans le salon classé vous n'avez pas le droit de coucher dans ce salon. Si vous voulez, c'est un peu les limites d'intervention de l'État. Donc, soit vous avez là aussi une arrière-pensée plus précise. Oui. C'est la grande roue. Bien sûr, là. Ah oui, là, je suis incapable de vous répondre. C'est l'architecture éphémère, ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est On a que... fait un café patrimoine dessus il y a quelques années. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir bien suivi ça, quand c'était l'État qui était responsable, et maintenant c'est la ville, c'est qu'il y a quelquefois des États dans l'État. Oui. Je ne peux pas vous en dire plus. On a fait un café patrimoine sur le thème il y a un an, je crois, un an et demi, avec des juristes et des gens compétents, notamment des amis des Tuileries, puisqu'ils sont les premiers concernés. Et dont la présidente est professeure à Maria, et qui n'a pas trouvé la solution juridique, parce qu'elle n'existe pas. Et puis derrière, vous avez des mécènes, entre guillemets. Oui, Voilà. Tant pis, c'est vrai qu'on est mécène. Mais sincèrement, je suis sûr que je partage votre avis là-dessus. Mais il y a quelque chose que l'on voit de plus en plus, et là je remets en avant ma casquette de président d'ICOMOS, c'est qu'on se rend compte que pour bien restaurer les monuments historiques, il faut le faire avec, lorsque en termes UNESCO on appelle les communautés locales, parce qu'évidemment la notion de commune n'est pas la même dans d'autres pays, et que le tourisme fait partie de l'attractivité des monuments historiques, et on se rend compte de plus en plus, peut-être pas, et en Corse, mais pour Paris aussi, on se rend compte de plus en plus que si on peut sauver notre patrimoine mondial, à part évidemment les exemples que je ne manquerai pas de vous citer, c'est grâce au tourisme. Et que quelquefois, il faut peut-être accepter de baisser un peu ses exigences au bénéfice de tel ou tel édifice. C'est pas aussi simple que ça de dire ça dénature la perspective de la défense. Certes, je ne peux pas dire le contraire, mais il faut voir aussi les à côté, les côtés positifs que ça peut apporter à la ville de Paris. Alors, c'est pas une réponse peut-être très satisfaisante. Je travaille beaucoup dans les églises, peut-être que c'est un peu jésuite, mais il y a quand même, je vous assure, il y a un petit peu de ça. C'est la place de la Concorde. Attendez, il y a monsieur... Vous avez eu la parole? Non, je vais juste poser une question sur la responsabilité. Je vois très bien, votre responsabilité, c'est vis-à-vis de votre client, c'est une responsabilité civile, normale, on va devant les juridictions judiciaires si vous avez... Qu'en est-il de l'ABF? Parce que si l'ABF fait une erreur, est-ce qu'on peut mettre sa responsabilité personnelle en cause, comme on le fait faisait pour les conservateurs? L'ABF est un fonctionnaire, donc sous réserve que l'erreur ne soit pas distinguable de la faute de service. Exactement. Donc vous connaissez la réponse. Non, parce qu'il y avait pour des fonctionnaires un peu similaires à vous, jadis, jusqu'en 2013, il y avait les conservateurs des hypothèques. Oui, tout à fait. Et eux, lorsqu'ils commettaient une erreur, on mettait leur responsabilité en cause, personnellement, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Écoutez, moi, si j'ai un problème sur un chantier... Oui, mais vous, c'est privé, vos relations avec les clients.
Et alors, je suis soumis aux mêmes exigences de garantie décennale et autres. Ah, vous avez la garantie décennale, oui. Je suis soumis. Donc, Parce que